Désolé, ces petits engins sont pas faciles à piloter. Eh bien, tu sais quoi? Je pense qu'avec un modèle plus grand, tu pourrais faire sacrément mal à quelqu'un, voire carrément le tuer. Attends une seconde. Commençons l'émission. Aujourd'hui, on va parler de drones. Oui, entre autres. Dans cet épisode, on va se pencher sur deux appareils volants. L'un d'eux est bel et bien le drone, mais d'abord, on a une toute autre histoire trop géniale. Dis-moi, est-ce que le Dragon Lady, ça te parle? Je préfère pas en parler. Ouais, on parle sûrement pas de la même chose parce que le Dragon Lady est en fait le surnom donné à un avion de reconnaissance légendaire, le Lockheed U-2. Il est utilisé par l'armée de l'air américaine depuis la fin des années 50. Ok, et donc? Eh bien, il existe un mythe qui raconte que le U-2 est de loin l'avion le plus difficile à piloter et à faire atterrir. On devrait regarder ça de plus près. L'armée de l'air nous laissera jamais approcher l'avion. Je pensais comme toi, mais contre toute attente, ils ont accepté de nous laisser tous les deux vivre le programme U-2 pour qu'on réalise à quel point il est difficile de piloter cet avion. Génial, qu'est-ce qu'on attend? Aucune idée. C'est parti. La plateforme décolle et s'apparente à un lit à colonnes propulsé par un moteur à réaction. L'histoire de l'aéronautique est remplie d'appareils volants paradoxaux, d'avions savamment travaillés et de flops intégraux. Est-il donc possible que l'un des avions les plus anciens et les plus précieux de la force aérienne américaine soit également l'un des plus difficiles à piloter? Pour mener cette fascinante enquête, il n'y a qu'un endroit où aller. 25, reback track, I far away. Okay, in 903, fly heading 250, effective clear, climb. Si vous avez des questions sur le U-2, il n'y a pas meilleur endroit pour obtenir des réponses. Je me trouve actuellement au cœur du programme U-2. C'est ici que les avions sont entretenus et que les pilotes sont formés avant de décoller pour l'autre bout du monde, pour leur travail. Sur cette base, on devrait pouvoir lever le voile sur ce mythe. On pourra même peut-être voler avec l'avion. Pour commencer à comprendre la difficulté que représente le pilotage de cette merveille de l'industrie aéronautique, Adam et Jamie, je vous présente le célèbre U-2 Dragon Lady. le commandant Bartholomew, qui compte à son actif plus d'heures à bord du U-2 que n'importe quel autre pilote, présente aux garçons les caractéristiques de l'avion. À la base, la conception remonte aux années 50. Un seul moteur, très haute altitude, grande envergure. Poussée et portance remarquable, il peut embarquer une charge imposante jusqu'à une très haute altitude pour une longue durée. De par sa nature et sa complexité, cet avion est un véritable défi pour les pilotes. Le carburant est stocké dans les ailes. Première chose, le U-2 ne peut même pas supporter le poids de son envergure au décollage. Quand l'avion commence à décoller, les roulettes sont larguées. Ensuite, les missions de reconnaissance peuvent être très longues et sont effectuées à très haute altitude. Il faut donc des combinaisons pressurisées complexes et des mesures de sécurité renforcées. Tout est très fin et léger, mais aussi extrêmement résistant. Puis, il y a l'atterrissage. C'est assez large car ce train d'atterrissage principal supporte tout le poids. Les deux trains sont disposés au centre du fuselage, ce qui revient à faire atterrir un vélo. Si l'avion commence à pencher d'un côté, c'est cette partie qui protège l'extrémité de l'aile. Nous verrons plus tard qu'au moment de l'atterrissage, le pilote ne voit même pas la piste. Il est guidé par un pilote dans une voiture balise. Jusque-là, tout s'annonce bien pour le mythe. La liste des défis de pilotage à relever est impressionnante. Par quoi allons-nous commencer? Eh bien d'abord, il faut qu'on voit l'avion en action.
Pour ce faire, Jamie et moi avons reçu l'autorisation d'embarquer pour un voyage à la lisière de l'espace. Et nous allons donc participer à une semaine de formation intensive. Vous ne rêvez pas. Il faut une semaine de préparation pour être passager. Le problème, c'est qu'il n'y en aura qu'un de nous deux qui pourra embarquer. Pourvu que ce soit moi, je vous en prie. Alors, revenons un peu sur ces drones mortels. Tu as raison. Les médias s'accordent à dire que les drones seront partout dans le futur. Ils livreront nos colis et même nos pizzas. Pourtant, certaines personnes sont convaincues du danger que représentent ces drones, prétextant qu'un coup de vent peut les faire dévier de leur route pour atterrir sur quelqu'un et que l'hélice pourrait bien lui trancher la gorge et le tuer. Ça m'a tout l'air d'être du sur-mesure pour nous. Je me disais la même chose. Passons au test. Le danger de ces engins varie en fonction de celui qui les contrôle. Mais pour savoir s'ils peuvent être mortels, il faut s'attarder sur certains facteurs importants. Parmi ces facteurs, on compte la rigidité et la taille des hélices, la puissance des moteurs et la vitesse de rotation des pales. Dans un premier temps, Adam et Jamie vont donc mesurer à quelle vitesse tournent les pales des rotors. 7000 tours. L'appareil que vous voyez là est un tachymètre laser. Il envoie un petit point rouge sur le drone et après calcul, il indique que les hélices tournent à environ 7500 tours par minute. Ce qui équivaut à un peu moins de 300 km/h. Ça a l'air sacrément risqué, mais à quoi est-ce que ça correspond en termes de puissance? Est-ce assez rapide pour faire tourner un Jamie sur roulette? On a donc pu déterminer que la vitesse de rotation des pales atteignait quasiment les 300 km/h. Mais ce n'est qu'un nombre. À quoi est-ce que ça équivaut en termes de puissance réelle? Voyons voir ce qui va arriver à Jamie lorsque j'active les pales qu'il tient. T'es prêt? Ouais. Ok, c'est parti. On est à la moitié. Vous allez être dans un sacré pétrin si jamais je vomis. Tu veux plus fort? Scotty, il nous faut plus de puissance. Oh, bon sang. Ça risque rien, t'es sûr? Presque sûr. Et je sais également que Jamie ne vomit jamais. Donc je suis en confiance totale. Encore plus fort? Vas-y. Oh, on dirait que je vais m'envoler. T'as l'air plutôt stable. Waouh! La pièce tourne encore à la même vitesse que quand je tournais vraiment. Fais-moi plaisir. Lève-toi et marche. Oh, c'est même pas drôle. Tant pis. Tout d'abord, Adam et Jamie passent au crible différents modèles de drones, en commençant par les plus gros. Permettez-moi de vous présenter notre caméra aérienne high-tech faite sur mesure. Elle compte 8 moteurs et atteint une puissance de 2800 watts. Elle embarque une caméra haute définition auto-stabilisée qui pèse un peu moins d'1,5 kg. La classe, non? À l'autre extrémité, nous avons... Voici le drone grand public de base. Il est tout petit, mais il n'a absolument rien à envier à ses grands frères. Hélice, moteur, des... Bon, avec toute nouvelle technologie, il peut y avoir des victimes. Pour en revenir au mythe, est-il possible qu'une de ces victimes soit humaine? Un drone peut-il réellement tuer quelqu'un? Pour commencer à apporter une réponse, direction l'atelier, où Adam détient 2 modèles milieu de gamme, les plus à même d'être utilisés pour les livraisons commerciales. À ma gauche se trouve un petit modèle tout neuf, juste sorti de son emballage. À ma droite, un modèle moyen en kit. Toutes les pièces sont fournies dans la boîte. Il faut les assembler. Celui-ci est déjà prêt à voler. Alors je vais tenter le coup pour savoir si c'est facile à piloter. Super facile à piloter. Les dégâts étant déjà instructifs, le tandem a besoin d'une preuve de concept. Berk, du jus a coulé sur mon bras. Pour déterminer si un multirotor pourrait bel et bien causer une blessure, Adam et Jamie ont fixé un rotor standard sur une perche et le font tourner à la vitesse de croisière. Et ils ont un poulet. Je pense que la leçon d'aujourd'hui ne demandera pas d'explication. Quand tu veux.
Matez un peu ça. Ça, chers amis, c'est une belle blessure. Ouais, mais bon, on ne cherche pas côté blessure, mais plutôt côté décès. Il faut donc qu'on vise cette veine juste ici, la jugulaire. Si on veut continuer à faire des tests, on va devoir fabriquer un coup dans lequel on pourra envoyer s'écraser nos drones. À suivre dans Mythbuster. J'ai besoin d'un pansement. Adam s'enfonce jusqu'au cou dans une sanglante histoire de drone mortel. Et Sauter, sauter, sauter. les garçons se préparent au vol de leur vie. Complexe et terrifiant. Est-ce qu'une livraison par drone peut être mortelle? Adam et Jamie ont mis au point une preuve de concept très prometteuse. Ouais, c'est énorme. Maintenant, pour aller plus loin, Bien, puisqu'on a l'intention de voir si une hélice comme celle-ci peut trancher un coup comme celui-là, il va nous falloir un de chaque. On peut trouver ces hélices en magasin, mais c'est plus difficile de trouver un coup humain. On va donc en fabriquer un. Et pour ce faire, je vais utiliser beaucoup de ça et ce petit gars. Si jamais il se fait tuer, ça fera gicler des litres de sang. Génial. Adam confectionne donc un mannequin grandeur nature qui réagira à l'impact avec précision. En gros, je suis en train de fabriquer un coup humain à base de gel balistique. Ce coup n'a pas de fin. C'était une girafe. Je fais des petits trous là-dedans pour y loger du sang, de couleur bleue, pour des raisons télévisuelles. Le sang doit être placé suffisamment près de la surface de la peau. Alors je vais fabriquer des veines grâce à ces fines tiges de cuivre. C'est comme si je réfléchissais à l'envers en permanence. Maintenant que le moule négatif du système sanguin est terminé, il est temps de préparer la chair artificielle. Jamie et moi avons découvert que cette substance réagissait aux impacts de balles comme la chair. Mais pour obtenir la ténacité de la peau et des muscles, il faut qu'on ajoute de la fibre de verre au gel balistique pendant qu'on le fabrique et qu'on remplit le moule. Ah, magnifique. Je suis très content de la tournure que prennent les choses. Enfin, jusque-là. Une fois que la préparation est bien sèche, il ne reste plus qu'à retirer le cou de son moule. Allez, viens. Ça y est, enfin. Merci les gars. Ensuite, Adam injecte le sang bleu dans le système Cool. avant de vérifier l'exactitude anatomique de sa veine jugulaire. Elle est supposée être située juste en dessous de la chair Ah, ça c'est une hémorragie du cou. et elle demande la même force pour être tranchée. J'ai besoin d'un pansement. Laissez-moi donc vous présenter le coup expérimental imitation veine jugulaire pour exposition multirotor mortelle. Très facile à dire. Grosso modo, il s'agit d'un système qui se met à saigner lorsqu'il subit une blessure mortelle. Je sais que nous n'avons que 2 jugulaires et que celui-ci en a bien plus. Mais comme ça, on pourra faire plusieurs essais juste en pivotant le cou. Et oui, j'ai pensé à tout. On peut donc faire presque autant d'essais qu'on veut. Et voir le sang jaillir. Le sang jaillir des veines artificielles. Ok, j'arrête de parler. Mais avant que le système de Adam ne soit déployé en pleine ligne de mire de ses drones, revenons à la base aérienne militaire de Bill pour déterminer si oui ou non le U-2 est l'avion le plus difficile à piloter au monde. Bienvenue à l'introduction sur l'adaptation physiologique en altitude. Adam et Jamie sont tous deux en formation pour une investigation en vol. L'un d'eux volera, pendant que l'autre restera les pieds sur terre. Ouvrez votre casque comme ceci. La formation commence par des instructions, instructives et longues, Voici la commande pour votre combinaison. sur le matériel de sécurité Ça sert de système de pressurisation d'urgence. et sur les procédures d'urgence. Nous allons vous apprendre comment sauter en parachute prudemment. Et il n'y aura pas de test de l'air pour montrer les consignes de sécurité. Ça permet d'éviter les accidents de décompression. Cela montre l'énormité de l'entreprise. Si la pression de la cabine chute, la combinaison gonfle. Si vous perdez connaissance, le gonflage se met en route. À ce moment, votre visière sera recouverte de givre et vous ne verrez plus rien. Donc il faudra vous détacher.
Ils ne prennent pas de pincettes pour nous expliquer les choses. Embarquer dans un avion comme ça est très risqué et il y a beaucoup de situations d'urgence auxquelles on doit être préparé. Si besoin, vous avez un gilet de sauvetage. Je pense que l'une des pires situations serait d'être contraint de quitter l'avion à un moment donné entre le décollage et l'atterrissage. Mettez vos mains comme ceci pour vous protéger. Si ça se produit, il existe tout un tas d'équipements qui optimisera nos chances de survie. Dans cette salle, on nous apprend comment les utiliser. Je suis vraiment... Enfin, c'est super intéressant, mais j'espère qu'on n'aura jamais l'occasion de s'en servir. Vous avez du fil en acier inoxydable, une boussole et un couteau de poche. On est encore très loin de monter dans un de ces avions. Mais on a déjà des tonnes de choses à apprendre et à retenir. La bonne nouvelle, c'est que vous avez un siège éjectable. La mauvaise, c'est que vous devez activer la poignée vous-même. Même une action d'apparence insignifiante devient tout de suite un véritable casse-tête. Vous devez pousser le loquet sur le côté et vous pouvez commencer à uriner de façon progressive et maîtrisée. Je dois avouer que je n'ai pas franchement envie de toucher ou d'activer des boutons sans vraiment savoir ce qu'ils font. Alors ça va demander de l'entraînement. Pourquoi y a-t-il besoin de tout cet équipement? Pourquoi est-ce que le U-2 est le seul avion en dehors de ceux de la NASA C'est parfaitement incroyable. et en dehors des vaisseaux spatiaux où il faut une combinaison pressurisée? L'objectif premier de la combinaison pressurisée est d'empêcher l'hypoxie. L'une des raisons principales est évidemment parce que le U-2 vole bien plus haut que les autres avions, dans une zone à équivalence spatiale, à environ 15 000 mètres d'altitude. Mais le véritable souci, c'est ce qui arrive à notre corps quand on va aussi haut. Au fil des siècles, notre corps a suffisamment évolué pour traiter l'oxygène de 0 à 3 000 mètres d'altitude. Combien font 8 moins 3? 8 moins 3 égale 4. Lorsqu'on dépasse cette altitude, notre corps n'est plus en mesure de traiter efficacement l'oxygène. Activez le mécanisme ou vous allez mourir. Activez le mécanisme. Du coup, la combinaison et la cabine de l'avion doivent recréer artificiellement les conditions de pression atmosphérique habituelles pour que les pilotes ne meurent pas. Ça fait énormément de technologie utilisée pour résoudre ce seul problème. Tirez sur le cordon rouge. Ça peut vous claquer au visage. Ça libère un crochet à l'intérieur du harnais. Après toute une journée d'informations et de nouvelles connaissances, le 3e jour débute pour nos bleus préférés C'est l'heure d'être formé. qui vont enfin passer à l'action. Vous savez ce qui est génial? Regardez ça, j'ai un badge. Et assister à un cours intensif sur le comportement à adopter en cas de crash. Ça équivaut aux 3 semaines de formation au saut en parachute par l'armée. Au sol. C'est vraiment intéressant. On vient de passer en revue les différentes situations d'urgence potentielles quand on saute de l'avion à haute altitude. C'est vraiment génial. Que se passe-t-il lorsque le parachute touche terre? Comment atterrir? C'est facile d'atterrir comme ça. Mais on se casse Une jambe, c'est sûr. C'est fascinant. Et plus précisément... Ah, voilà. Je viens d'apprendre comment je peux revenir au sol si mon parachute se retrouve coincé dans un arbre et que je suis suspendu dans les airs. J'ai réussi. Et comment je peux descendre délicatement jusqu'au sol? Je descends. Bravo. J'espère que je n'aurai jamais besoin de réutiliser tout ce qu'on vient de m'apprendre en dehors de cette salle d'entraînement ultra sécurisée. La journée a été longue et épuisante. Sautez, sautez, sautez. Et les deux acolytes ont pu réaliser à quel point piloter un avion à la lisière de l'espace était complexe et nécessitait un niveau d'expertise et de technologie très élevé. 2 mots me viennent à l'esprit maintenant. Complexe et terrifiant. Après 3 jours de surplus d'informations, Ce siège éjectable était aussi utilisé dans les premières versions de navettes spatiales. le niveau de difficulté qu'exige le pilotage du Dragon Lady paraît évident. Mais est-ce vraiment l'avion le plus difficile à piloter? Pour en avoir le cœur net, les Mythbusters sont préparés à décoller jusqu'à la frontière de l'espace. C'est un peu mon pyjama de l'espace. Même si les blagues ne volent pas très haut. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai bien envie de danser. La pression est à son comble, au sens propre. Ok, je démarre le système. Adam et Jimmy ont encore une dernière épreuve d'entraînement à passer pour être considérés comme aptes à voler. Oh, Tout va bien? ça fait bizarre. C'est pas très agréable. Oh,
Je vais arrêter. Je comprends très bien qu'on puisse céder à la panique. C'est juste que ça fait énormément de stress à gérer. Ils vont chacun passer un test d'aptitude complet avec la combinaison pressurisée, puis une simulation d'urgence en haute altitude. En ce moment même, Jamie est en train de s'installer dans cette chambre qui simule la haute altitude. Les gants droit et gauche sont verrouillés. Ça reproduira avec précision le manque de pression qu'il peut vivre dans certaines circonstances avec cette combinaison. L'environnement à l'intérieur de la chambre sera parfaitement identique au vol du U2. Très bien, Jamie, nous allons maintenant définir 1500 mètres d'altitude. Vérifiez que vos oreilles et vos sinus ne sont pas encombrés. Si jamais la cabine pressurisée du U2 ne fonctionnait plus, comment allez-vous? Je me sens bien. Jamie doit être capable de prouver qu'il sait faire fonctionner sa combinaison et les systèmes d'urgence. Nous allons donc commencer à prendre de la hauteur progressivement. Tandis qu'il s'approche de l'altitude de croisière, un petit rappel des risques surprend Jamie. Oula, ça s'agite. Un récipient rempli d'eau à température du corps humain se met à bouillir. Si la combinaison de Jamie lâche, il arriverait la même chose au liquide présent à l'intérieur de son corps. Ok, il va falloir que vous attrapiez la poignée d'éjection. En gardant ça à l'esprit, Jamie a plusieurs tâches à accomplir à l'altitude maximale. Juste à droite de vos fesses, vous pourrez trouver la poignée d'urgence. Remontez-la vers votre menton juste un tout petit peu. Parfait. La dernière étant la réponse automatique de la combinaison en cas de dépressurisation soudaine de la cabine. 3, 2, 1... Voilà, tirez la lanière du casque vers le bas. C'était vraiment très différent. En fait, c'est terrifiant. Il y a une force impressionnante qui nous pousse pendant la dépressurisation soudaine. C'est carrément bluffant. On se croirait comme un popcorn. Même s'il est évident que Jamie n'a pas beaucoup apprécié l'expérience, il a réussi les tests d'aptitude. Énorme. On le reconnaît bien là, le petit Adam. Oh, des gants. Ce qu'il y a de génial avec cet attirail, c'est que ce que je porte n'est ni une combinaison, ni même une machine à proprement parler. Wow! Oh, c'est trop cool. Je porte sur mon dos le résultat de dizaines d'années de recherche réalisées par des milliers de scientifiques de tous horizons, déterminés à comprendre comment survivre en conditions hostiles, et je peux ressentir cette technologie. Je sens la fiabilité de cette combinaison parce qu'on peut tout atteindre avec les mains. Mais en arriver là n'a pas été facile. Beaucoup de gens ont donné leur vie pour que cette combinaison puisse protéger ses pilotes. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Franchement, je trouve ça vraiment impressionnant. Il y a des gens sur cette planète qui font ça tous les jours. On arrive à 1500 mètres, on s'arrête une minute. Il a fallu toute une équipe pour me faire enfiler cette combinaison. Vous êtes à l'aise? Ils viennent d'activer une tempête. Mais en dehors de ça, une fois que je me suis retrouvé dans la simulation de la chambre pressurisée, oula, ça y est. Et que la combinaison s'est mise à gonfler, ça a tout de suite été très oppressant. Vous devez saisir la poignée d'éjection entre vos jambes. Voilà, c'est ça, vos doigts la frôlent. Voilà, parfait, c'est nickel. Il faut que ces types soient incroyablement en forme. Parce que j'étais juste assis là-dedans à ne rien faire. Eux, dans ces conditions horribles, il faut aussi qu'ils pilotent. 3, 2, 1. Allez-y, tirez sur la lanière verte. Servez-vous du miroir. Bien, notre formation est terminée et on est prêt à voler. Excellent, bienvenue, bienvenue à tous. Rappelez-vous, on a traversé toutes ces étapes juste pour être passager à bord de l'U2. Il nous reste deux choses à faire. Il va falloir décider qui de nous deux va voler, Jamie ou moi. Ensuite, il faut qu'on laisse les professionnels se pencher sur l'aspect logistique du vol. Il va falloir patienter un peu. Pendant que les garçons attendent leur autorisation de vol, levons plutôt le camp vers l'endroit parfait pour réaliser des pilotages de drones à l'abri du vent. On teste le mythe selon lequel un drone pourrait être mortel. Je vous présente donc notre très beau drone. Notre pilote de drone, James Heinemann, est notre victime potentielle avec ses belles veines remplies de sang bleu. À mon avis, il ne va pas faire long feu quand ce truc va lui rentrer dedans. Prêt à piloter? Oui. Ok, c'est parti. Ouais. Pour le premier test, on va faire voler le drone à cette hauteur. J'aimerais pas qu'il vienne sur moi. On dirait le bruit d'un essaim d'abeilles furax.
Il me reste plus qu'à envoyer le drone directement sur le cou de notre mannequin pour voir ce qui se passe à cette vitesse et avec ses pales. Wow! C'était un coup parfait. Il allait vite en plus. J'ai l'impression que ça n'a rien fait du tout à notre victime. Voyons un peu les images de l'impact au ralenti. On voit que les pales se tordent, mais ne pénètrent pas, même contre une surface aussi peu rigide que celle de la chair humaine. Très clairement, elles ont été pensées comme ça. Le multirotor tout neuf et juste sorti de sa boîte n'a eu aucun effet. Maintenant, c'est au tour du modèle en kit. Celui-là fait bien plus peur. Davantage utilisé pour des livraisons plus grosses, ce drone est plus lourd, plus puissant, compte 6 rotors et des pales bien plus solides. Voyons ce que ça donne. Oh! Oups! C'est pas bon ça. Ok, prise 2. Il fonce droit sur moi. Désolé l'ami. Je préfère qu'on le teste pas sur nous-mêmes. Ce modèle plus grand se révèle plus difficile à piloter. Pourtant, en persévérant, Jamie le fait aller là où il veut. Ouais! Parfait! Ce deuxième multirotor avait des hélices plus grandes et plus solides. Et Jamie a frappé en pleine jugulaire. Et pourtant, rien, aucune pénétration. Je dois avouer que ces drones sont de petites merveilles de technologie, mais honnêtement, ils font vraiment peur. D'abord, on croirait entendre des abeilles furax. Ensuite, j'ai vraiment peur à proprement parler qu'il m'arrive dessus. Pourtant, cette peur semble ne pas être justifiée, puisqu'on vient de voir que même en le faisant s'écraser contre notre cou, rien ne se passe. Du coup, que faire? Allez, on est les Mythbusters. On va lui envoyer notre caméra aérienne perso. Notre caméra compte pas moins de 8 rotors, pèse plus de 7 kilos et les hélices ne sont pas faites en plastique bon marché qui se tord au moindre impact. Non, elles sont faites en fibre de carbone. Cette fois-ci, j'ai vraiment peur pour ce coup. J'ai peur et bon espoir. C'est là que notre expert en pilotage, Duncan, entre en scène. Ce mythe sanglant a encore une chance. J'avais tort. Ce truc est vraiment flippant. Cet énorme drone n'a absolument rien à voir avec ceux qu'on a utilisés tout à l'heure. C'est bon? Tu veux y aller? Tu es prêt? Prêt. Il est beaucoup plus gros et plus lourd. Au moment de l'impact avec le cou, c'est sûr qu'il ne rebondira pas comme les autres modèles, à cause de son poids. Donc, je pense que ça devrait faire quelque chose à notre cou. Quelque chose de méchant. Ouais! Regardez ça! Il saigne. C'est moche! Regarde! Ouais! Nous y voilà les enfants. C'est un jeu jusqu'à ce que quelqu'un se retrouve avec un œil ou une veine en moins. Mets ton doigt ici et ça ira mieux. J'ai quelques doutes. Alors, qu'est-ce que tout ça nous a permis de prouver? Eh bien, on a réussi à démontrer deux choses en fait. D'un côté, les drones qu'on peut acheter un peu partout sont parfaitement sécurisés. Et ils sont conçus pour l'être. Mais les drones sont devenus un nouveau passe-temps. Et les gens en construisent des gigantesques avec toujours plus de rotors, capables de supporter des cargaisons toujours plus lourdes. Mais plus les drones gagnent en taille, plus ils deviennent dangereux. Je sais qu'on a imaginé un scénario catastrophe, mais pour moi, ça reste plausible. T'es d'accord? Absolument. Je dois avouer que de manière générale, j'évite de mettre mon cou à portée de gros objets volants très lourds qui se déplacent vite et avec des pales tournoyantes. C'est un bon principe général. Allez, on file de là. De retour à la base de Bill, Adam et Jamie sont fin prêts pour le test ultime qui déterminera si le U2 est bien l'avion le plus difficile à piloter au monde. En revanche, un seul pourra décoller. Bon, écoute.
C'est pas un secret. T'es accro à tout cet univers. Tu collectionnes ces machins. C'est vrai. Donc, je vois pas comment je pourrais te priver du plaisir incommensurable que cette expérience pourra t'apporter. J'apprécie beaucoup votre geste, monsieur. Merci. Tu m'es redevable. Ah, mais carrément. Ça, c'est clair. Jimmy le gentleman préfère se retirer. Adam, excité comme une puce, s'avance. J'ai méga hâte. Ça se voit? C'est lui qui va réaliser le test du U2. Enfin, presque. Il est grand temps qu'on voit si cet avion est difficile à piloter. Évidemment, je ne piloterai pas. Je serai là uniquement pour évaluer ce fait. C'est une journée magnifique qui débute ici en Californie. Le ciel est parfaitement clair et aucun nuage n'est là pour gâcher la fête. C'est un jour parfait pour voler. Adam, vous pouvez entendre les moteurs qui démarrent. Ah ouais? Une fois qu'ils auront atteint suffisamment de tours par minute, on pourra avancer. C'est parti, les amis. Je suis sûr qu'Adam est mort de trouille, là. J'ai besoin que vous me confirmiez que le levier de suralimentation n'est pas enclenché et que le loquet situé du côté gauche de votre thorax est ouvert d'un cran. Oui, il est actuellement un cran ouvert. La suralimentation n'est pas engagée. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cet avion est unique et si complexe qu'il nécessite toute une équipe de techniciens hautement qualifiés pour s'assurer que tout est parfait avant le décollage. Très bien, l'équipe Pogo a retiré la goupille, les roulettes seront larguées au décollage. Tout a été vérifié et revérifié. Le décollage est pour dans quelques secondes. Ok, je lâche le frein, puissance max. C'est parti. Ça y est, on décolle. Bon sang, ça en fait des chevaux, ça oui. On a déjà quitté le sol. C'est de la folie. Ça grimpe sévère. On est déjà en l'air et on s'incline sur la droite. Ça fait partie du décollage spécial de l'U2 qui le maintient au-dessus de la base. C'est comme si on montait en spirale. Oh la vache! C'est tellement rapide. On vire très serré en continuant de monter en spirale. On grimpe très vite. Après un décollage délicat et une première ascension ultra rapide, Bon sang, la vue est magnifique. le commandant Bartholomew et Adam peuvent se poser une seconde et apprécier la vue On vient de dépasser l'Everest. jusqu'à ce qu'ils atteignent l'altitude de croisière. On va maintenant passer de 160 nœuds à la vitesse de croisière. Mach 0,75. 75% de la vitesse du son. C'est officiel, c'est la première fois que je me retrouve aussi haut. On vient de dépasser les 19 000 mètres d'altitude, au-dessus de la surface de la Terre. Et le ciel a pris un ton bleu très très foncé. C'est vraiment une journée magnifique. On vient d'atteindre l'altitude extraordinaire de 20 500 mètres. Vu d'ici, c'est indéniable. Notre planète est bien ronde. On peut voir la courbe qu'elle dessine. C'est la première fois que je la vois en 3 dimensions comme ça. C'est vraiment grandiose. Nous y voilà. Mesdames et messieurs, 21 500 mètres d'altitude.
En ce moment même, à part les 6 astronautes qui sont dans la station spatiale, nous sommes les 2 hommes les plus hauts au-dessus de la Terre. C'est 2 fois plus haut qu'un avion de ligne standard. Oh, j'ai peut-être oublié de le préciser. Je porte une combinaison spatiale pressurisée, elle-même reliée à une fusée. On peut dire qu'il y a pire comme journée. Jamie, je te suis carrément redevable. Ouais, profites-en bien. Et évite de tirer sur la poignée jaune entre tes jambes. Je vais faire attention. À tout à l'heure. On se reparle quand j'atterris. Bien reçu, terminé. Je sais pas si c'est moi, mes oreilles ou l'altitude, mais ma voix est plus grave. Un peu comme quand j'avais inhalé de l'hexafluorure de soufre. C'est scientifique. C'est les 100% d'oxygène, j'en suis sûr. Je pense que c'est un peu comme si c'était l'effet inverse de l'hélium. C'est intéressant. Les ondes sonores se propagent certainement différemment dans l'oxygène, et c'est pour ça que notre voix change. C'est sûrement ça. Ce qu'on voit juste ici, c'est le lac Tahoe. Et il est difficile de décrire à quel point son bleu est vif. Il est tellement bleu qu'on dirait un bleu surréaliste. C'est comme le bleu d'une pierre précieuse. Une pierre qu'on aurait polie. Ça paraît irréel. Si je peignais un tableau de cette vue, il y aurait forcément quelqu'un qui me dirait « Je crois que t'as un peu forcé sur le bleu, là. » Pourtant, c'est comme ça. C'est la vérité. Je viens de lâcher un gros rot et quelques pets bien violents. Toute cette dépressurisation remue les gaz à l'intérieur de mon corps, comme elle le veut. Juste au-dessus de ma tête, cette petite ficelle s'appelle en fait un fil de laine. Du moment qu'il ne penche pas d'un côté, ça veut dire que l'avion vole bien droit. S'il commence à bouger vers la gauche ou la droite, c'est que l'avion dévie de sa trajectoire d'un côté ou de l'autre. C'est les frères Wright qui ont inventé ça. Cet avion rassemble toute l'histoire technologique de l'aviation dans un seul appareil. J'adore cette ambivalence technologique. Oui, c'est l'un des seuls instruments de cet avion qui continuera à fonctionner même sans électricité. Les préparatifs complexes, épuisants et interminables, ainsi que le décollage difficile, paraissent bien loin maintenant. Regardez ça. C'est San Francisco. C'est là que j'habite. Et c'est bien là toute l'utilité du U-2. Rester des heures à très haute altitude pour scruter la surface de la planète à la recherche d'informations. La vue qu'on a dans un avion de ligne est belle, mais alors celle-ci est transcendante. Les manœuvres de début et de fin de vol ont fait la renommée de ces pilotes. Faire atterrir un avion comme le U-2 est loin d'être une mince affaire. Et Adam va s'en rendre compte très bientôt. Non mais regardez ça. C'est une évidence. L'avion de reconnaissance à haute altitude U-2 est une merveille de l'aéronautique. C'est de la tarte aux pommes caféinée. Miam. Il reste encore une question sans réponse. C'est un délice. Le U-2 est-il l'avion le plus difficile à faire atterrir? Ces types pilotent cet avion pendant 12 à 14 heures d'affilée sans répit. Après des temps de vol interminables, vous devez avoir des techniques secrètes pour éviter d'avoir les fesses engourdies pendant les longs vols. C'est tout un art d'avoir les fesses dures. arrive enfin l'atterrissage. Ok. Je suis prêt, on va amorcer la descente. C'est là que les roues et la piste entrent en contact. On commence par sortir le train d'atterrissage, ça va faire du bruit. C'est bien là le plus gros défi à relever pour n'importe quel pilote au monde. Les deux roues sont abaissées, je commence à décélérer. Le Dragon Lady atterrit toujours la roue de derrière en premier, à une vitesse qui empêche les ailes de bouger. Et puisque le U-2 dispose d'un train d'atterrissage central composé uniquement de 2 roues, c'est comme faire atterrir un vélo. Le pilote a sorti le train d'atterrissage et a ajouté plusieurs procédures particulières qui lui font gagner en traînée. De cette façon, l'avion est suffisamment lent quand on atteint la piste. Et on peut se poser. Ce n'est pas tout. Il y a aussi l'effet de sol. La très grande envergure du U-2 et sa portance remarquable ont tendance, lors de la phase finale d'atterrissage, à faire flotter l'appareil, ce qui exige un talent et des compétences hors normes. De plus, le pilote ne voit jamais la piste sur laquelle il atterrit. Cette voiture de sport est une voiture balise qui est conduite par un autre pilote de U-2. En fait, la visibilité du pilote de l'avion est tellement limitée
qu'il lui est impossible de voir la piste lorsqu'il est très proche du sol. C'est le conducteur de la voiture qui va lui donner des instructions détaillées pas à pas pour que le pilote réagisse en conséquence au moment opportun. Ok, c'est parti, on y va. Je vais amorcer la descente au 20037. Là, c'est le moment sympa où je gagne un gros pactole en réussissant l'atterrissage. On va avoir un collègue qui va rouler juste devant nous. Oh ouais! Nous amorçons la descente avec volet ouvert, aérofrein sorti, mise en place de l'arrivée avec éclairage allumé et déporteur en position d'atterrissage. Configuré et prêt à atterrir. En approche. Regardez ça. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, relâche un peu, 4, 3, 2, maintien 1. Bien joué, bon retour parmi nous. La tradition veut qu'on dise bien joué, même si c'était pas le cas. Ah, ok. Je me suis éclaté, merci Adam. Voilà un joli comité d'accueil. Je coupe les gaz. Ok, est-ce que les monteurs pourraient nous faire une petite compilation de tous les moments incroyables qu'on a vécu dans Mythbusters? Bon, voilà. Je me rappelle de la voiture fusée en plein milieu du désert. La voir accélérer jusqu'à la vitesse du son avant qu'elle ne s'écrase contre le mur inébranlable. C'était énorme! Dévaler un toboggan de 60 mètres pour décoller à plus de 20 mètres de haut et atterrir dans une cible. À la vôtre! Ce que j'ai vécu aujourd'hui était 2 fois mieux que tout le reste. C'était tout simplement incroyable, inégalable, invraisemblable. Je suis à court d'adjectifs pour le décrire. Je viens de passer ces 2 dernières heures attaché à une fusée avec une combinaison pressurisée sur le dos. Je suis allé jusqu'aux confins de l'atmosphère terrestre et j'ai pu voir ma ville tout entière depuis mon siège. On a une très belle vue sur le pont. La vue est magnifique. Ça a été un moment vraiment, vraiment unique. Alors Adam, tu déciderais de classer ce mythe dans quelle catégorie, toi? Parce qu'en fin de compte, c'est censé être l'avion le plus difficile à piloter au monde, mais on s'est concentré que sur celui-ci. C'est vrai, mais on a appris des choses. D'abord, le U-2 est un avion unique en son genre et conçu sur mesure pour une mission bien spécifique. Cet avion demande plus de membres d'équipage et la liste de protocoles à respecter est bien plus longue que n'importe quel autre avion de l'armée. En plus, le U-2 est la seule façon de porter une combinaison spatiale sans aller réellement dans l'espace. Il y a pire comme journée. Je suis d'avis de considérer ce mythe comme plausible. D'accord. Ah oui, et je pense qu'on peut aussi le considérer comme méga cool. Il n'y a pas photo. Allez, on file. Au fait, Adam, tu sais pourquoi on l'appelle le Dragon Lady? Non. Parce qu'on ne sait jamais si l'avion va atterrir comme un dragon ou comme une lady.